Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. C'est Démon de Minuit 514 et cette émission a une spécificité. C'est la première fois que nous enregistrons après Charlie. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous avons deux personnes du spectacle. J'ai cité David Murgia. Bonjour. Et j'ai cité Éric Vignier. Alors, l'un et l'autre, comment est-ce que vous définiriez David Murgia, vous êtes jeune, vous n'êtes pas de la même génération que votre voisin, et vice-versa. Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes né en 1988. 88. Waouh. Et qu'est-ce que je suis, dans quel sens ? Quel est votre métier ? Mon métier, il est principalement lié au spectacle, je crois, ou en tout cas à la culture. J'écris, je joue, de temps en temps je joue et j'écris. De temps en temps, je participe à des mises en scène, ou je collabore à des mises en scène, ou je mets en scène. Mon métier est multiforme, j'ai l'impression, et il change comme page après page, comme un écrivain ferait une nouvelle page ou une nouvelle rubrique, un nouveau chapitre à chaque fois. Les mots sont très importants pour vous, les expressions, vous les démontez, on verra après, vous occupez des sites. Est-ce que vous êtes militant ? Est-ce que vous êtes belge ? Est-ce que vous êtes européen ? Je suis inquiet, et en tant que citoyen inquiet, j'essaye d'investir des champs de pensée qui tentent d'agiter, ou non pas d'agiter, je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas de garder une certaine activité et de ne pas tomber dans quelque chose de passif. Éric Vignier, vous avez 20 ans. Non, je plaisante. Mais presque. J'ai 20 ans. Mais oui, vous avez 20 ans. Le Théâtre de Lorient a 20 ans. Oui. Oui, c'est vrai. Ça fait 20 ans de décentralisation sur un territoire breton. Je sais pas, je pense qu'on aborde une nouvelle phase là, avec cette histoire. Donc ça va poser pas mal de questions, ça va être un chantier considérable, mais je suis plutôt optimiste par rapport au chantier. Alors l'un est inquiet, l'autre est optimiste. 20 ans de travail en région avec un centre dramatique qui est éclaté sur 5 villes et sur l'Ouest. Qu'est-ce que ça vous a appris aujourd'hui que cette expérience se termine, que vous avez entamée en 96, aujourd'hui qu'elle se termine? Quels sont les 3 ou 4 enseignements que vous gardez de ce que vous avez fait en Bretagne, de ce que vous avez rencontré en Bretagne, de ce que vous avez essayé de générer là-bas? Je crois que c'est la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, la durée, c'est un problème, parce qu'on a... les gens, ils ont des contrats de 3 ans, renouvelables, etc. Donc, ce qui empêche finalement les artistes de construire une œuvre, puisque au bout de 3 ans, il faut se remettre en question, peut-être changer de maison pour pouvoir faire son travail. Donc, la durée m'a permis de mesurer finalement l'action qu'on a initiée sur ce territoire. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un tout petit centre dramatique régional à Lorient, avec 5 personnes permanents, une petite salle, etc. Et on a initié un projet culturel et artistique où on allait défendre justement la jeune création, les premiers textes, les premières mises en scène. Et c'est-à-dire sur ce territoire lointain, qui était loin de Paris, il y a 20 ans. Donc on a fait les premières mises en scène je sais pas... par exemple, Éric Ruff a fait son premier spectacle là-bas, maintenant il est administrateur de la Comédie Française, Arthur Nouziciel... Le premier texte d'Olivier Cadiot, Colonel des Oives, c'était produit par nous, voilà. Et ça nous a permis aussi de nous inscrire petit à petit sur un territoire et de mesurer l'action, finalement, sur le temps de ce que ça produit pour un jeune breton lorientais qui se vit toujours loin de Paris, loin du monde, tout d'un coup, d'accéder à la culture. C'est-à-dire de voir la Comédie Française, de voir... des metteurs en scène importants, arriver jusqu'ici, et donc ça lui permet d'être relié au monde. Donc c'est très important. Ça. On va se promener dans votre œuvre, elle est multiple. L'intérêt des mots de minuit est accueilli sur Culture Box, et Culture Box, c'est un site culturel, une plateforme numérique culturelle de France Télévisions sur laquelle vous êtes extrêmement présent, avec plusieurs spectacles, avec des documentaires et avec cette opportunité de cette conversation. David Murgia, je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a un livre dont on a finalement beaucoup pu
peu puis moins parlé, ça s'appelle Soumission, c'est de Houellebecq. Mais je me disais par rapport à ce que j'ai vu de votre spectacle, c'est de l'humour. C'est toujours beaucoup d'humour, c'est toujours forcément du deuxième degré. Est-ce que l'humour est le contraire de la soumission ? L'humour, je pense qu'en tout cas, ça a une capacité active. Ouais. Je pense que l'humour, c'est de l'intelligence. Et le spectacle, c'est surtout des récits, ce sont des petites histoires, des métaphores de la vie. Et ce serait très difficile, je trouve, et pas très amusant pour moi de les faire sans humour. Alors l'humour amène cette capacité à aller un peu plus loin toujours et à réfléchir, je crois. Ouais. Racontez-moi votre vie. Ma vie ? Votre courte vie. Ma courte vie ? Bon, écoutez, moi je viens Vous venez d'où ? de Liège, enfin de Soumagne. C'est un petit village qui est près de Liège. Et Liège, c'est à 100 km de Bruxelles. Donc c'est en Belgique. La Belgique, elle est petite. Et la communauté française de Belgique est encore plus petite que la Belgique qui est déjà petite. Et donc moi je viens d'un petit village en banlieue liégeoise qui est en banlieue de la capitale. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'humour ? Mais au-delà de l'humour, de ce que vous disiez ou de ce que vous nous laissiez supposer tout à l'heure, c'est-à-dire, vous êtes... Alors, qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes engagé ? Est-ce que vous êtes critique du monde dans lequel vous vivez ? Et on va voir de quelle manière. Comment est-ce que vous êtes à ce point attentif au monde qui vous entoure ? Ça vous vient d'où ? Des grands-parents, des parents, d'un militantisme lycéen ? Bon, je pense pas. Je pense que ça vient plutôt de l'adolescence. Et l'adolescence, moi je la lis très fort. Je ne sais pas si c'est pareil chez tous les jeunes ou chez tout le monde à cette période particulière, mais je la lis très fort à une quête de sens. Et c'est une quête de sens avec laquelle je n'ai pas fini de régler mes comptes. Et donc je continue à la trimballer, que ce soit dans mon travail ou que ce soit dans mon activité citoyenne. Et je recherche du sens et des horizons du possible, oui. Comment vous entendez, Éric Vigny, la jeune génération, dire « je recherche du sens » ? C'est pas forcément chez des gamins de 25 ans, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent. Enfin, je sais pas, peut-être que je pense que moi je l'entends comme faire quelque chose de sa vie. J'entends ça comme ça, trouver du sens... C'est chercher quelque chose et avoir une vie nécessaire, non nécessaire à soi et aux autres. Je pense que le théâtre aussi, c'est un endroit où on peut faire ça. C'est ça. Et qu'on partage aussi avec d'autres gens. Je cite quelqu'un. « Personne n'échappe désormais à la nécessité de mener son enquête sur le racket qui le traque jusque dans ses pensées, jusque dans ses rêves. Les moindres détails revêtent une importance capitale. Irritation, fatigue, insolence, humiliation, qui prodeste. À qui cela profite-t-il ? Et à qui profitent-elles les réponses stéréotypées que le Big Brother bon sens répand sous couvert de sagesse comme autant d'alibis ? Irais-je me contenter d'explications qui me tuent quand j'ai tout à gagner, là même où tout est agencé pour me perdre ? C'est Raoul Vaneigem qui écrit ceci dans Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Ça date de 1967. À l'époque, c'était publié chez Gallimard. Raoul Vaneigem, c'est situationniste, donc c'est le combat dans toute sa splendeur, l'exigence dans toute sa splendeur. Et c'est sous son égide que vous allez vous engager, puisque vous allez fonder Raoul Collectif. Et ça date de 2009. Pourquoi est-ce que vous faites Raoul Collectif ? C'était pas un hommage exclusif à Raoul Vaneigem. Il se trouve que c'est un... Entre autres. Mais il se trouve que ouais, ça en fait partie. En tout cas, c'est une source, c'est une lecture qui nous a beaucoup inspirés, et notamment via cette quête de sens, qui est plus large que qu'est-ce que je fais de ma vie. Hein. Effectivement, là où le théâtre est important dans le qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est qu'il le met en relation aux autres, et donc il y a cet aller-retour. Parce que qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est pas une quête de sens, c'est plus une justification de soi. Et Raoul Vaneigem et l'Internationale situationniste et ces mouvements qui se sont organisés avaient une recherche du sens de la condition humaine et de redéfinir la vie sur Terre telle qu'on pourrait la vivre, et les nécessités d'un être vivant et ce qu'il doit, ce qu'il devrait exprimer, ce qu'on ne peut le contraindre d'exprimer. C'est ces questions en effet qui m'intéressent aujourd'hui. Alors, pas que Raoul Vaneigem, vous avez fait un premier spectacle qui s'appelle Le Signal du Promeneur, et spectacle qui était placé sous la référence de Fritz Zorn, avec une phrase. Hein, la phrase, c'est la suivante. « Une société dont les enfants meurent d'incarner parfaitement le modèle n'en a plus pour longtemps. »
Je cherche à mettre des mots à côté de la pensée dominante. Moi, c'est pas moi, le spectacle dont vous mettez Fritz Zorc en exergue, je l'ai créé avec un collectif. Toute autre chose, c'est un mouvement citoyen qui rassemble plus de 10 000 signataires aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de gens apparemment cherchent à construire des mots et des initiatives en dehors de là où les mots sont enfermés, c'est-à-dire en dehors de la pensée dominante, et tentent de redéfinir des mots qui peut-être auraient été volés, ou vidés de leur sens, ou réappropriés, ou qui tentent de maintenir une autre signification. Et en effet, le théâtre m'a permis de découvrir ça, et le travail avec Ascanio Celestini également, que les mots ont une force particulière, c'est qu'ils définissent la réalité, ils définissent les choses, et qu'à partir du moment où on parvient à changer le mot, on parvient à changer en quelque sorte les choses. Question à tous les deux, quels sont les mots que vous refusez aujourd'hui ? Par exemple, une série de mots que je refuse, il n'y a pas d'alternative. C'est Margaret Thatcher, il y a 30 ans, qui disait ça. Aujourd'hui, c'est Bart de Wever en Belgique, je parle en Belgique, qui dit ça. Donc c'est notre gouvernement fédéral qui réutilise ces mots d'il y a 30 ans, avant ma naissance, et qui dit « il n'y a pas d'alternative ». Est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est une affirmation ? Est-ce que c'est une attaque ? Est-ce que c'est une contrainte ? Ça nécessite qu'on interroge. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'utilisez pas, Éric Vigny, ou dont vous refusez le sens ou la facilité d'usage ? Il y en a beaucoup. Par exemple. Il y en a un que j'aime pas beaucoup en ce moment, c'est le mot barbarie. Voilà. Quand on voit la manifestation du 11 janvier, est-ce que ça vous parle ? Ça me pose beaucoup de questions. Un tel rassemblement, autant de personnes qui descendent dans la rue, ça me pose beaucoup de questions. Ça me parle et je crois que c'est un devoir de se poser des questions avec ça. C'est un devoir parce que c'était choquant. Moi, je suis arrivé ici à Paris au cœur de l'événement, puisque je suis arrivé le 6 janvier, ça s'est passé le 7. Je suis arrivé pour faire du théâtre, pour me mettre sur les planches, et puis tout à coup, dans la réalité, il y a une éruption de violence comme ça, si forte. Ça me pose des questions parce que j'ai vu de l'émotion envahir, j'ai vu du choc, j'ai vu de la peur envahir, et j'ai vu surtout après à la télévision des discours se mettre en place à partir de cette émotion. J'ai vu des gens préjugés de l'émotion ou du rassemblement dire que si les gens se sont rassemblés, c'était pour telle ou telle raison. Je me pose des questions. Je m'interroge, si c'est de guerre qu'on parle, je m'interroge sur ce que c'est la guerre, contre qui on fait la guerre, contre un État, contre une entité, contre une métaphore. Je m'interroge sur ce genre de choses. Quel est le titre de votre spectacle ? Discours à la nation. Ça tombe bien. Alors, Discours à la nation, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme très connu en Italie, pardon. Donc c'est un auteur de théâtre italien, Ascanio Celestini, qui fait ce qu'on appelle le théâtre récit et qui, pour vous, a imaginé ce discours à la nation. Il vous met en scène, vous l'aidez. Donc c'est un collectif de mise en scène puisque vous le faites tous les deux. Qu'est-ce que ça a dit, ce spectacle ? Alors Celestini, c'est plutôt quelqu'un, le sociologue dirait les gens de peu. C'est plutôt quelqu'un qui observe la manière dont vivent les pauvres. Ceux qui font, quand ils en ont un, qui font les 1000 métiers qui prolongent la pauvreté, etc. Et là, pour la première fois, il inscrit son texte dans toute autre chose. C'est les discours du dominant. Ou les discours des dominants, sans aucune, sans aucun voile, sans mauvais jeu de mots. Et donc c'est du cru, c'est du pur, et c'est du dominant qui dit au dominé, regarde comme je t'encule, pour parler comme Charlie. C'est étrange ce discours à la nation. Oui, Ascanio a décidé de mettre des mots très transparents, en fait. Les hommes politiques que j'incarne dans le spectacle, ou les patrons puissants, les financiers que j'incarne dans le spectacle, donc la classe dominante que j'incarne là, elle parle comme parleraient nos hommes politiques à nous s'ils ne devaient pas cacher le despotisme sous l'état de la démocratie, sous le costume démocratique en quelque sorte. Et donc il y a une transparence, il y a quelque chose d'assez cru en effet, mais de vrai. C'est des paroles franches, sincères, directes, comme on aime les avoir de la politique. Et donc, en effet, il y a une violence, parce qu'il y a une violence du mot, une violence véritable, mais pas une violence verbale, une violence qui naît du mot, oui. Et pour aller dans les choses, encore une fois. On va regarder un extrait de ce spectacle, si vous voulez bien. Je suis un homme avec un parapluie. Et devant moi, il y a un homme sans parapluie. Et il pleut. Et je me dis, mais pourquoi pleut-il toujours ?
Pourquoi la pluie ne s'arrête-t-elle pas? Pour moi, c'est pas grave, bien sûr, j'ai un parapluie, je peux me protéger de la pluie, pas vrai, Carmelo? Mais lui, pas. Lui, il n'a pas de parapluie, et il est là, sous la pluie. Alors, je pourrais donner mon parapluie à cet homme sans parapluie, c'est vrai, mais dans une vision globale des choses, Carmelo et moi, on y a déjà réfléchi, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que nous resterions tout de même un homme avec un parapluie et un homme sans parapluie, à la seule différence qu'à présent, ce serait moi celui qui se mouille. Attention, parce que le fait que ce soit moi qui ai un parapluie, ça ne signifie absolument pas que je sois un violent. Vous le savez, ça n'est-ce pas, cher monsieur? Moi, je me protège de la pluie parce que j'ai un parapluie. Et que mon père, déjà lui-même, avait un parapluie. Et que mon grand-père aussi avait un parapluie. Mon arrière-grand-père, déjà, avait un très très beau parapluie. Nous sommes des hommes à parapluie depuis vraiment plusieurs générations. Donc, vraiment, à part le problème de la pluie, qui est un vrai problème, cher monsieur, et que je comprends très très bien, eh bien, il y a un lien affectif avec le parapluie. D'ailleurs, Carmelo, je pense que cet homme sans parapluie est probablement le fils d'un autre homme sans parapluie. Je pense que son père n'avait pas de parapluie, que son grand-père n'avait pas de parapluie, que son arrière-arrière-grand-père... Bref, je crois qu'ils sont sans parapluie depuis plusieurs générations. L'histoire du parapluie, c'est une histoire parmi d'autres de ces mini-récits que Célestine met en scène. L'essentiel de ce qu'il faut retenir de ce spectacle, qui fait rire aussi, mais on rit de l'exploitation de l'homme par l'homme. On rit du discours du loup qui dévore l'esclave. Ouais. On est obligé de considérer de toute façon qu'on appartient à une partie du monde qui est plus riche que d'autres et qui s'est enrichie notamment grâce à l'esclavagisme ou grâce à une violence qu'elle imprègne encore actuellement sur le reste du monde. Et donc c'est un spectacle qui ne fait pas que parler de la violence du langage du pouvoir, mais qui parle aussi de la violence du citoyen normal, disons-nous, l'homme de gauche qui tout à coup se découvre être de droite ou peut-être d'extrême droite. Ces glissements qui ont lieu et la violence que nous aussi, nous continuons à infliger sur les classes les plus faibles. J'aime beaucoup ce spectacle. Non seulement vous l'aimez beaucoup, mais en plus vous l'incarnez très bien. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que vous le jouez. Il faut le raconter. Quand je vous entends, je me dis tiens, c'est comme si j'étais au théâtre du Rond-Point. Je le raconte et je crois fermement en ces histoires. Enfin, en tout cas, ces observations, parce qu'il ne s'agit pas ici de. C'est là où je ne fais pas de la politique. C'est là où on n'attaque pas ici les puissants, on n'attaque pas les pauvres, on n'attaque pas ceux qui votent à gauche ou qui votent à droite. On observe des mécanismes. On observe des mécanismes, des mécanismes de réalité. On observe comment les choses tombent de haut en bas. On observe la charité ou la gentillesse, la compassion. On observe ce genre de choses. On observe comment les puissants tentent d'obtenir des voix. C'est ça qu'on fait. Alors, sur les partis pris de mise en scène, vous êtes accompagné à la musique par Carmelo Prestigiacomo, à la guitare. Vous faites la mise en scène en même temps que le spectacle en utilisant de la caisse ou du lampadaire renversé, enfin c'est comme on veut. Quels sont ces partis pris de mise en scène ? Les partis pris, c'est de faire très 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 léger. On a travaillé très peu sur la mise en scène et sur la scénographie que dans les derniers jours. On est vraiment dans cette tradition du théâtre ici où ce qui comptait, c'était plutôt moi d'apprendre ma partition, le texte, d'apprendre l'histoire, et pas tant d'apprendre les bons mots. Si, il y a certains mots qui sont justes et indispensables, mais plutôt d'apprendre l'histoire, savoir raconter l'histoire, savoir comment emmener le spectateur. Et donc c'est plutôt comme si j'avais reçu une partition de musique, de flûte, et que quand Ascanio m'a donné la partition, eh bien j'ai appris tout seul à jouer cet instrument, j'ai répété tout seul, j'ai besoin de personne pour le faire. Et puis après, on a mis en scène, et le parti pris était de ne pas imposer de vision, évidemment, parce que quand on raconte une histoire, si jamais je fais un discours politique et que je mets devant moi une tribune d'hommes politiques et un micro d'hommes politiques avec un slogan politique, eh bien c'est tellement signifiant que ça en empêche tout le travail de l'imagination. Or ici, avec quelques éléments, je pense qu'on parvient à faire apparaître un parapluie, un revolver dans une poche et 2-3 éléments. Dites-nous un mot sur... on n'a pas montré cet extrait-là, mais qu'est-ce que c'est que ce revolver dans la poche? À quoi sert-il? C'est un citoyen qui parle, presque au début du spectacle, un citoyen qui parle, et c'est comme un malade, c'est quelqu'un qui a une maladie, ouais. Et pour la guérir, il a toujours un revolver en poche. Un revolver dont il ne parle pas, qu'il ne montre pas, qu'il ne regarde même pas, mais il y pense continuellement. Il a des règles comme ça, il faut toujours y penser. Un jour même, il tente l'expérimentation d'enlever ce revolver de sa poche,
Et il se rend compte qu'il a plus de difficultés, que c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il y a quelques exemples qui sont pris avec son voisin qu'il rencontre quand il va boire un café, quand il rencontre sa femme. Mais quand il a le revolver en poche, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il a une arme, il est du côté du couteau où il y a le manche et pas du côté où il y a la gorge. Et rien que ça, ne pas utiliser cette arme, mais l'avoir, ça lui facilite la vie. Et il se rend compte qu'il a la même maladie que les hommes politiques, que les financiers ou les présidents des conseils d'administration qui, quand ils font un discours, nous regardent comme un troupeau de cibles, ont toujours un revolver en poche. Et c'est pour ça qu'ils font des discours à main armée. Est-ce que vous vous sentez dangereux? Me sentir dangereux? Pour tous les gens que vous égratignez? Non, j'espère. C'est pour ça que je fais ce spectacle. Je sens qu'il se pose à un endroit juste, et particulièrement aujourd'hui. Pas particulièrement aujourd'hui après les événements Charlie, particulièrement aujourd'hui dans une société où l'ultralibéralisme arrive à des absurdités et des violences sans nom. Là, je me sens juste et... C'est une des raisons pour lesquelles vous travaillez dans le mouvement Tout autre chose avec Paul Jorion, que nous recevions sur ce plateau il y a quelques mois. Quels sont, et je pose aussi la question là à tous les deux, quelles sont vos références? Quels sont ceux qui vous ont... qui vous ont nourri? Alors chez Vignier, il y a forcément Duras, il y a forcément Roland Dubillard, puisque ça a été le premier spectacle créé. Mais aujourd'hui, il y a les jeunes générations. Vous faites travailler des jeunes générations de cultures différentes, parce que vous aussi, vous aimez jouer sur, comment dirais-je, la manière dont on s'approprie les mots quand on est allemand, quand on prend des mots français chez Molière, etc. Mais en même temps, il y a chez vous aussi, il y a Charmas, il y a Cadio, etc. Donc il y a aussi tout ça. Ça, c'est aujourd'hui, quelles sont les principales... Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui en matière de référence, Éric Vignier? Vous êtes large dans la proposition. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas des références précises. Ce qui est intéressant avec Lorient, c'est qu'on a réussi à faire une maison d'artistes. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui vivent dans cette maison et qui traversent cette maison. Donc on est obligatoirement influencé par les gens qui travaillent dans le même théâtre que nous. Voilà. Mais j'ai pas de référence, et je veux pas en avoir finalement. Parce que Duras, ça passe souvent, quoi. Mais Duras, parce qu'il y a un trou, il y a une part manquante chez Duras qu'on doit combler ad vitam aeternam. Donc je pense que j'en ai pas fini avec Duras. Et puis moi, je pense que c'est quelqu'un qui justement a laissé une porte ouverte. Donc il faut continuer à écrire. Donc c'est jamais fini. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse toujours. Et puis il y a quelque chose de très très paradoxal, de très vivant en fait. Donc on doit frayer son chemin par rapport à ça. Mais Tristan, c'est une espèce finalement de réponse, ma réponse, je dirais, à Marguerite. Oui, en plus, il n'y a pas que Tristan. Après, non, il n'y a pas que Tristan. Il y en a plein d'autres qui arrivent, on va en parler dans une seconde. Je repose ma question à vous qui incarnez cette jeune génération, mais je vous montre un document avant, et je vous demande de réagir à ce document. Nous sommes dans la bibliothèque du château de Candé, en Indre-et-Loire. C'était en avril 2002. Regardez. C'est quand même quelque chose qui ne répond pas aux lois du réel. C'est quand même une évasion, déjà. Alors, si vous faites rentrer c'est tout le principe du comique. Le comique, c'est de faire rentrer une absurdité dans l'état de conscience qui, a priori, refuse l'absurdité. Parce qu'il y a une censure logique. Il y a une censure qui fait que tout ce qui n'est pas logique est refoulé. Donc, si vous voulez faire rentrer une absurdité, c'est-à-dire quelque chose qui fait oublier le réel, eh bien, il faut un masque, vous avez employé le mot, un masque qui a un semblant de réel, derrière lequel se cache l'absurdité. Et le masque qui a un semblant de réel passe à travers la logique, est accepté, et derrière, vous faites... Oui, mais finalement, il y aurait un masque moral et un masque... mais le masque... Il y a le masque jusqu'à un certain point. Le masque moral, c'est le rêve. Le rêve, il y a plus de censure morale. C'est-à-dire que tout pénètre à l'intérieur et est accepté. C'est un défoulement formidable, le rêve. C'est tous ces résidus, des choses des scories qui vous fait mal à l'aise et que vous avez plus ou moins ressenti dans la journée. Tout ça est évacué par le rêve.
Vous dites on ne peut pas rire de tout. Non, on ne peut pas rire de tout, mais attendez. C'est pas ce que dit. On devrait. On ne peut pas rire de tout. Certains osent. Parce que, oui, certains osent. Et ceux-là, ils n'ont pas toujours raison. Non, c'est vrai. On ne peut pas rire de choses qui sont sensibles, hein, qui vous bouleversent. On ne peut pas. Mais on devrait pouvoir. Et le jour où on y arrivera, on sera peut-être sauvé. Vous connaissez? Mais je vous ai reconnu. Vous connaissez? Je connaissais pas l'interview, non. Raymond DeVos. Oui, ça je connais. Belge. Belge. Qu'est-ce que vous entendez de ce qu'il vient de dire, le garçon? Moi, je la regarderai encore une fois. En tout cas, ce que j'en entends, c'est ce rôle aussi que peut jouer le théâtre, c'est-à-dire cette capacité d'investir. Et c'est là qu'en effet, oui, le spectacle, c'est de l'humour. Il y a de la comédie, mais pas de la farce, pas du grotesque. Il y a de la comédie. Quand on arrive à investir une représentation du monde, en fait, sur le plateau, prendre une représentation du monde qui ressemble étrangement à la nôtre et la confronter à d'autres représentations du monde, comme par exemple dans Discours à la Nation, la confronter à celle selon laquelle il n'existe aucune alternative au système capitaliste. Et arriver avec des patrons puissants qui dévoilent leur discours avec une telle transparence de ce que nous sommes en train d'exécuter ou d'accomplir aujourd'hui comme violence, c'est de l'humour en soi, même si c'est de la violence, parce qu'il y a un entrechoquement. C'est ça que j'en entends un peu. Je vais vous conseiller la lecture, et on va mettre d'ailleurs sur le site, on mettra le lien. Il y a quelques semaines un article remarquable. Parce que quand je vous entends parler, je me dis, tiens, c'est facile pour un journaliste d'avoir un discours de pauvre. C'est extrêmement difficile pour un journaliste d'avoir un discours de patron. Parce qu'un patron sait parler, et par ailleurs, les conseils d'administration sont en général interdits aux caméras. Mais comment dirais-je, la dureté du discours patronal est moins saisissable que la dureté de la réalité des pauvres. Et l'autre jour, dans le journal Le Monde, il y avait un papier très documenté sur la manière dont France Télécom a mis en place des procédures de management qui ont abouti au suicide de plus d'une trentaine de personnes en une seule année. Et là, pour le coup, ça fait tout à fait écho à ce que vous dites de la crudité du discours patronal, et on voit bien comment volontairement on a mis en place quelque chose qui vise à déstabiliser les gens et à les pousser à des déstructurations personnelles assez éprouvantes. Je mettrai le lien sur le site. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, mais alors vous allez me trouver un peu redondant, mais c'est le livre Discours à la Nation. Vous savez, moi je viens de Belgique. Il faut répéter les choses, il faut répéter. Dans mes valises, j'ai peu de choses, et en tout cas j'ai ça. Et parce que dans ce livre, il y a d'autres textes que le spectacle. Et il y en a une série d'autres que je continue à apprendre, parce que c'est des textes qui sont très simples et des petites histoires qui peuvent se raconter facilement, même en dehors des théâtres. Et les connaître, c'est toujours amusant. Je peux vous en lire une histoire si vous voulez. Éric Vignier, qu'avez-vous entendu de ce que vient dire David Murgia? J'ai entendu le temps qui a passé. J'ai entendu qu'on ne parle pas complètement le même langage. Voilà, j'entends un langage différent. Voilà, j'essaye de comprendre, en fait. J'essaye de saisir ce qui a été dit. Voilà, je sais pas si j'ai tout compris complètement. Moi non plus, hein. Et je m'exprime sans doute pas mais encore tout à fait très ça bien. m'intéresse beaucoup. Je ne connais pas, par exemple, cet auteur, j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai envie de découvrir des choses, c'est ça qui m'intéresse. Si je poursuis ce que vous êtes en train de dire là, qu'est-ce qui fait que vous avez toujours essayé de chercher les jeunes générations, y compris chez les comédiens et chez les acteurs? Mais je pense parce que... Et encore une fois, des jeunes générations d'horizons complètement différents, y compris quand vous allez les chercher en Corée ou en Inde. La dernière expérience, le dernier projet qui était important pour moi, c'était la construction d'une académie internationale de théâtre avec 7 jeunes acteurs qui venaient de 7 pays différents. Donc il y avait des Français d'origine étrangère, et puis il y avait aussi des étrangers qui ont accepté pendant 3 ans de travailler en français. Donc par exemple, il y avait une Française d'origine malienne, et puis il y avait une Coréenne
qui a accepté de travailler en français. Et c'était incroyable la rencontre, par exemple, de ces deux. On les voit sur le site de Culture Box. Voilà. Et donc, avec eux, j'ai développé un projet aussi sur 3 ans, où je leur ai dit, voilà, c'est une académie internationale qui va inventer ses propres règles. Donc, il va y avoir 3 principes. Le premier principe, c'est un principe de transmission. Je vais essayer de transmettre, moi, ce que j'ai peut-être appris, si on peut transmettre quelque chose. C'est un peu une utopie d'essayer de transmettre quelque chose, en tout cas de faire du théâtre avec eux. Ensuite, le deuxième principe, c'était de rechercher, c'est-à-dire de ne pas être justement dans l'académisme, en fait. Et le troisième principe, c'était la production des spectacles. C'était de se dire que finalement, on n'apprend pas dans les écoles et ensuite, quand on arrive dans la vie professionnelle, on va pouvoir présenter les choses. On va les élaborer tout de suite, dès maintenant, dès la première répétition, dès la première représentation avec le public. Et donc, on a fait ça pendant 3 ans. Et donc, le premier texte où j'ai mis tout le monde ensemble, c'était La Place Royale de Corneille, qui est une pièce d'un jeune auteur de 30 ans, début du XVIIe siècle, et donc qui questionne la question de la liberté, du libre arbitre, voilà, dans une société qui s'invente, avec une forme, c'est la place des Vosges, donc c'est une place carrée, dans un univers qui est un univers un peu... je dirais du Moyen-Âge, donc chaotique, encore de la boue. Il y a quelqu'un qui essaye d'avoir une pensée claire. Et puis le deuxième texte, c'était un texte de Franz Mick à partir qui s'appelle Guantanamo, à partir des contre-interrogatoires des officiers américains quand ils ont voulu libérer un certain nombre de gens qui avaient été accusés, pour la plupart à tort, à Guantanamo. Donc c'est une écriture concrète, à la Reznikov un peu, et qui essaye comme ça de comprendre pourquoi, à un moment donné, avec les mêmes arguments, on enferme des gens, et pourquoi, à un moment donné, avec les mêmes arguments et les mêmes questions et les mêmes réponses, on les libère. Voilà, donc c'était un propos absolument politique, mais à travers cette poésie concrète. Et puis le troisième spectacle... C'est La Faculté. C'est La Faculté, donc c'est un texte, que Christophe Honoré a écrit pour cette académie, pour ces jeunes gens, pour ces 7 jeunes gens. Il a rajouté 2-3 rôles, donc je suis allé chercher un acteur américain que j'avais rencontré à Atlanta et une actrice viennoise que j'aime beaucoup. Donc c'était quand même une académie d'étrangers. Et le thème de La Faculté, c'était l'assassinat d'un jeune arabe, musulman, homosexuel, sur un terrain vague près d'une université, une rocade d'autoroute. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on l'a créé en plein air au Festival d'Avignon, et qu'à ce moment-là, quand on l'a créé au Festival d'Avignon, tout le monde a dit mais le problème de l'homosexualité, c'est réglé, il n'y a pas de problème, tout va très bien, on est quand même dans une société évoluée, pourquoi revenir à des choses comme ça ? Et 6 mois plus tard, c'était les grandes manifestations dans la rue pour le mariage pour tous, où on re-questionnait ces questions justement de la liberté individuelle, des choix, etc. Et où la question homophobe ressurgissait. On va faire une pause musicale dans cette émission. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, je ne vous ai pas laissé répondre, parce que je vous ai mis dans la tête Raymond DeVos, mais je posais la question sur les références. Quelles sont les références ? Alors, j'ai lu que vous regardiez à l'occasion du Lars von Trier, que vous regardiez du Chris Marker. Ouais. Oui. Je pense que vous aussi, que Pierrick aussi, et puis que plein d'autres gens, mais j'ai pas... C'est Lars von Trier. Est-ce qu'il y a des étoiles, enfin des étoiles, pas, oui, si, des étoiles, des repères, plutôt des repères. Eh ben en fait, j'ai plus que des références, j'ai des partenaires, quoi. Et ça m'inspire bien plus les partenaires que les références. Mais des partenaires vivants ou des... Ouais, des partenaires vivants, des amis francs avec qui je pense, comme Qu'est-ce que c'est beaucoup de qu'un gens ami pensent. franc ? Un ami, l'amitié, vous savez ce que c'est l'amitié ? J'aime bien, mais le mot est très beau. Vous savez, par exemple, Ascanio, c'est un partenaire. Alors, je dirais pas que c'est un ami dans le même sens que d'autres, mais c'est un partenaire, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des collaborations qui sont exactement là où je voudrais être. Et ça me fait... Que faites-vous des amis qui ne sont pas francs ? Je les garde comme des amis pas francs. Donc, vous êtes capable de faire ça. On va écouter Magic Malik. Cet homme s'est intéressé à la flûte. Il l'a mise d'abord au service du reggae et ensuite il a exploré le jazz et il a fondé le Magic Malik Orchestra. Ça, c'était en 2000. Il nous a rendu à l'époque visite sur le plateau des Mots de Minuit et ça donnait ceci.
Éric Vignier, on va parler de la proposition théâtrale importante que fait Culture Box de votre travail dans notre conversation. Mais je voudrais qu'on fasse un petit détour parce qu'il y a Chatting with Henri Matisse que vous mettez en scène. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? En fait, c'est un ovni, véritablement. C'est une conversation qui a eu lieu entre Henri Matisse et Pierre Courtion en 1941. L'un est peintre, l'autre est critique d'art. Oui, voilà. Et c'était commandité par Skira. Et en fait, il voulait faire un livre d'entretien d'Henri Matisse et de Pierre Courtion. Et normalement, le livre devait être illustré par Matisse lui-même. Et puis, le projet a été abandonné. On est en 1941. On est en 1941. Le projet est abandonné. Et finalement, la mort de Pierre Courtion... un fonds américain récupère le fonds de Pierre Courtion et ça a été édité en anglais l'année dernière, en 2013, à la Tête Galerie. Et donc... Pourquoi on a mis tant de temps ? C'est parce que ça n'intéressait personne ? C'est parce que Matisse ne voulait pas que ça soit publié de son vivant, parce que ce sont des conversations qui ont un caractère finalement assez intime. Et à cette époque-là, Matisse n'était pas le grand Matisse, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était en construction. Et donc, il ne voulait pas qu'il y ait des choses, je dirais, qui ne soient pas complètement contrôlées par lui, qui sortent par rapport à sa construction. Mais c'est très intéressant parce que c'est justement très intime et c'est très doux. C'est-à-dire ça traverse toute son œuvre comme ça. Et pourquoi est-ce que vous allez vers une proposition théâtrale comme celle-là ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous êtes diplômé d'art plastique, je crois, avant le conservatoire. Hein, donc peut-être je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est pour ça. Ça m'intéresse beaucoup, la question de l'art. Et je trouve que j'aime beaucoup l'œuvre des peintres et leur histoire. Et puis c'est une proposition aussi qui a été faite par Fabrice Ergotte, le directeur du Musée d'art moderne de la ville de Paris, parce que l'année dernière, on a présenté les minutes du procès Brancusi dans la salle Matisse. Donc c'était intéressant, parce que d'un côté, il y avait donc la danse de Matisse, qui est cette œuvre immense, hein, et de l'autre côté, qui a une histoire les toiles de Buren, qui dialogue avec la danse de Matisse. Et donc on avait placé au centre, comme ça en bifrontal, les minutes de ce procès Brancusi qui parle de la question de l'art à partir d'une œuvre de Constantin Brancusi qui est L'oiseau dans l'espace. On va regarder un petit extrait de cette conversation avec Henri Matisse. Face à face, Henri Matisse incarné par Jean-Michel Ribes, Agathe Bonizère incarne le critique d'art Pierre Courtion et l'adaptation et la mise en scène est signée par Éric Vignier. Tout ce qu'on fait, dans ses premières comme dans ses dernières œuvres. Toutefois, vos couleurs sont devenues de plus en plus intenses et vos fonds se sont éclaircis. Pour moi, une couleur, c'est une force. Une force. Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe. Quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel. Ce sont des couleurs qui créent une certaine expression sur l'esprit du spectateur, expression accentuée par le mélange. Il faut pour créer l'œuvre d'art un artiste, un objet, l'œuvre et le public. C'est tellement vrai que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Il me semble pourtant que l'art est avant tout une nécessité intérieure, un besoin d'évasion hors de la vie. La peinture est un moyen de communication, un langage. Un artiste, c'est un exhibitionniste. Si vous lui enlevez les spectateurs, l'exhibitionniste s'en va les mains dans les poches. Le public, c'est la matière dans laquelle vous travaillez. C'est une grosse masse énorme, immense. Le public, ce n'est pas l'acheteur, c'est la matière sensible dans laquelle vous espérez graver. David Murgia, ça vous dit quoi, le public, matière dans laquelle vous espérez graver ? J'écoute. En tout cas, il y a un truc qui va bien aussi, c'est quand je mets du bleu, c'est pas forcément le ciel. Ça vous va bien. Éric ? Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'il parle en termes d'énergie. C'est-à-dire que tout d'un coup, il dit voilà... et moi, je pense aussi le théâtre comme ça. C'est-à-dire, je pense que les choses qui sont dites, évidemment, elles ont du sens. Évidemment, elles appartiennent à un discours, elles viennent d'un certain type de langage, etc. Mais c'est aussi de l'énergie, c'est de l'énergie sonore qui doit atteindre le spectateur. Alors justement, comment vous faites pénétrer cette énergie dans la matière, spectateur ? Quels sont vos repères de l'autre, celui qui reçoit ?
Qu'est-ce qui vous Mais guide? c'est comme ce qui me guide, c'est en tant que metteur en scène, moi je me mets à la place du spectateur, toujours. C'est-à-dire je me mets à la place de celui qui reçoit et j'essaie d'être le plus poreux à ce qui se passe. Et c'est comme ça que je dirige. Et je pense que l'art de l'acteur, là on a affaire aussi à des grandes salles, hein, donc ça passe pas par, il n'y a pas de micro HF, je veux dire, on est dans un rapport physique de la prononciation, de l'élaboration de la parole. Et cette énergie sonore doit atteindre le spectateur. Donc il y a un certain nombre de choses à trouver qui sont des notes, par exemple. Moi, je me souviens, par exemple, du travail avec Catherine Samy sur Savannah Bay. Au milieu de la pièce, il y a un mot qui est, on va dire, la réplique centrale, ou le mot central, dirait Anatoly Vassiliev. Le mot, c'est Dieu. Voilà. Et je me souviens d'une après-midi entière avec Catherine Samy, donc quand même cette longue histoire de théâtre, apprise aussi dans la fréquentation des rôles et sur le tas. Il n'y a pas eu d'école véritablement, pas Catherine Samy. L'école, c'était l'école du théâtre au quotidien et tous les soirs. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, quelle note on va lui donner, comment on va le prononcer, à quelle hauteur on va le prononcer, ce mot, Dieu. Voilà. Et le son... Et ça dure un après-midi? Mais oui, ça dure... Et vous travaillez au fouet? Non, on travaille en rigolant, on travaille en s'amusant. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose sur une échelle, qui est une échelle sonore. On va parler de Tristan, parce que Tristan, c'est la première pierre d'une trilogie, enfin oui. d'une logique de 3 pièces. Hein. Donc il y a Tristan, ensuite il y aura Claudel et puis Duras. Oui. Sur l'adaptation d'un même thème qui est le mythe de Tristan et Isolde. Hein. Donc, je reste sur le téléspectateur. Est-ce qu'il y a une matière publique plus sensible à la proposition théâtrale que vous faites? C'est-à-dire, qui dans le public entend le mieux Tristan et Isolde tel que vous l'avez imaginé à Lorient, tel qu'on peut le voir juste à côté, il suffit d'un clic sur Culture Box. Est-ce que c'est le jeune public? Est-ce que c'est un public plus âgé? C'est le jeune public. Pourquoi? Mais parce que je pense que c'est joué par 7 jeunes acteurs qui sortent des écoles nationales supérieures et d'autres. Et ce sont des forces vives. Et il y a une identification terrible. C'est-à-dire que, par exemple, quand Ise vient... et qu'elle dit « moi je ne veux plus vivre ». C'est-à-dire j'ai décidé de me suicider parce que je pense que l'amour, depuis les siècles, depuis que j'essaye de sauver Tristan, je n'y arriverai pas. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de quelque chose. Et le monde a changé. Voilà, il n'y a plus d'espoir du tout. Donc elle se suicide. Et donc elle le fait en direct, elle vient comme une fille viendrait, je ne sais pas, dans une salle de bal, de spectacle, voilà, et elle dit voilà, on est quel jour elle dit le jour qu'on est le jour vraiment où ça se passe, la ville où ça se passe vraiment. Donc on dit Reims tel jour, Lorient tel jour. Et voilà, j'ai décidé, j'ai pris une décision, je me suicide. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais si à 18 ans aujourd'hui je me suicide, comment je me suicide? C'est-à-dire, quelle est ma culture? C'est-à-dire, est-ce que je me suicide dans les larmes, dans la passion, ou est-ce que je me suicide avec cette espèce de choses très concrètes que je perçois aujourd'hui, justement, dans la jeunesse contemporaine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect, d'une certaine façon, pour moi. C'est-à-dire, je le sens comme ça. Donc, quand j'ai écrit ce monologue, je me suis mis à la place de cette jeune fille de 18 ans. Je me suis dit, moi, si je ne crois plus en rien, par exemple, comment je vais faire? Il n'y a pas d'affect, il n'y a que de l'action. Oui, je dis ce que je fais. Il n'y a que du corps qui fait. Mais je voudrais ne pas... Je ne pleure pas sur moi-même. Voilà, je ne m'apitoie pas sur moi-même et je ne meurs pas dans un esprit romantique. Je meurs parce que je sais que ce n'est pas la peine de vivre. Alors, la thématique de Tristan et Isolde, ça va donner Roméo et Juliette, ça va donner Péléas et Mélisande. Oui. Voilà, donc c'est tout ce mythe de l'amour impossible et de l'amour qui finit mal dans la mort, ou qui finit bien dans la mort peut-être, parce qu'il reste absolu. Oui, bon, ça dépend. Ça dépend, absolument. On regarde, ça a été créé il y a quelques mois, en novembre, 14 à Lorient.
C'est disponible en intégralité jusqu'à la fin de l'année, chez nous, sur France Télévisions. On en regarde tout de suite un extrait et ensuite on parle de ce que je disais tout à l'heure avec David Murger, on parle de vos partis pris de mise en scène. Regardez. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, il posa son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte. Il cria, et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre, et les choses qui y sont, la mer, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Il dit quand il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace non plus. Et je suis en Afghanistan, comme à Paris, comme à Kaboul, comme à Gaza, comme à Tatagel, comme sur la mer. Je n'ai plus d'endroit pour fuir ou retrouver ce que je fuis, tu comprends? C'est pareil, je n'ai plus de corps. Mon corps est vidé. Je suis absent. Cette absence, ce n'est pas la mélancolie comme tu l'entends. La maladie mentale que l'on pourrait guérir, cette tristesse dont on viendrait à bout par je ne sais quel remède, quelle prière, quel miracle, injonction, loi, ordre. Tristan le mythe l'a vécu avant nous, et c'est cela qu'il vient nous dire. C'était déjà fini avant. Je vous ai vu sourire. Parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et j'aime beaucoup la façon dont il prend en charge cette chose si difficile et si complexe quand même. C'est quoi cette chose si difficile et si complexe? Parce que quand on écrit, on ne sait pas ce qu'on écrit. C'est la première fois que vous écrivez, hein, d'ailleurs. Oui. Je me suis protégé derrière le spectacle. Je me suis dit, je vais faire un spectacle, je vais écrire pour ces acteurs. Voilà, je ne vais pas considérer que je vais écrire un livre pour le mettre dans la bibliothèque à côté des Duras, des Claudel et des autres, et des Metterlin. En plus, si on parle un peu de littérature, c'est un texte qui est Tristan et Isolde, c'est plutôt du fragment qui a un jour, enfin des fragments qui ont un jour été fédérés, donc qui permettent bien une adaptation. En tout cas, c'est ça. Le mythe de Tristan et Isolde est incomplet. C'est-à-dire que la première version, avec une histoire un peu cohérente, c'est au début du XXe siècle. C'est Joseph Bédier qui la constitue à partir de traductions anglaises, allemandes et de l'ancien français. Donc ça nous autorise à beaucoup de liberté, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce mythe de Tristan. Dans ce texte, on a entendu parler du Mali, de l'Afghanistan, on a aussi du Boko Haram, on a des éléments de décor qui sont des éléments de décor d'anciennes pièces, donc il y a quelque chose de complet dans la proposition que vous faites, complet, c'est-à-dire qu'il y a votre histoire et en même temps il y a l'actualité. Et vous nourrissez des deux dans un élément de décor ou par votre observation de l'actualité. Donc Charlie viendra un jour, j'imagine. Enfin, vous serez venu. En fait, il était déjà évidemment. Hein. Il est déjà là. Déjà là, oui. Bien sûr. Non mais. Il était déjà là en juillet et août et les événements du début de cette année n'ont fait que confirmer finalement l'intuition que j'avais par rapport à ce Tristan, par rapport à cette jeunesse, parce que c'est un personnage assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'être peut-être un héros, voilà, chez Tristan. Donc je ne sais pas où il est. Les autres parlent de lui en disant peut-être il est devenu un terroriste, il travaille pour les services secrets. Voilà, on ne sait pas qui il est. Pensez qu'un terroriste rêve de devenir un héros? Enfin, il rêve d'exister en tout cas. Je sais pas. Je pense qu'il y a un désir de faire quelque chose, en tout cas, un désir d'absolu aussi. Dans un monde sans forcément de réponse. Oui, c'est compliqué. C'est complexe ce qui est arrivé là. Comment vous travaillez avec cette bande de jeunes comédiens? Comment ça se travaille? Quand je dis comment ça se travaille, c'est-à-dire que c'est votre texte et c'est la première fois que c'est votre texte. Donc, mais j'ai d'abord choisi. Je savais que je veux. C'était avec eux. C'est d'abord eux que vous choisissez. Oui, ça. Je veux faire cette trilogie. Après, dans Tristan, il y a à peu près 7 personnages principaux. Tristan, Isolde, le roi Marc, les suivants, etc. Donc, je savais que je voulais 7 personnes.
Et après, j'ai commencé à chercher, parce que mon académie était finie, la période de 3 ans était terminée, donc je voulais recommencer. Et donc j'ai commencé à rencontrer des jeunes acteurs que je ne connaissais pas pour la plupart. Et c'est étonnant parce que je cherchais Tristan comme étant le centre et j'ai trouvé Iseux comme étant le centre. Et Tristan est arrivé en dernier. Mais après, donc une fois que j'avais ces 7 personnes, j'avais en mémoire quelque part... Le texte était déjà incarné, quoi. Non, j'avais leur corps, leur façon de parler, j'avais la voix dans l'oreille, j'avais des choses comme ça. Et donc quand j'ai écrit, je me suis mis un peu dans leur corps, je me suis mis dans leur façon de parler, ou ce que j'avais saisi en audition, dans le travail préparatoire qu'on avait fait. Donc j'ai vraiment écrit pour eux, je crois. Comment est-ce que vous prolongez cette proposition que vous faites? Tristan, ensuite il y aura Claudel, et enfin il y aura Duras. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette logique de 3 propositions et de 3 créations? J'aime bien les trilogies, j'aime bien les triangles équilatéraux, j'aime bien ça. Bon, voilà, j'aime bien la Trinité. Je voulais commencer par la jeunesse. Je voulais que la jeunesse reprenne ce mythe. C'était ça l'idée. Comment la jeunesse reprend le mythe de Tristan et Iseux aujourd'hui. Donc automatiquement, on fait un grand écart entre 9 siècles et aujourd'hui. C'est-à-dire justement Mohamed Merah, on parle de ça, du 11 septembre, on parle de tout ce qui constitue notre culture contemporaine et politique. Ensuite, donc ça c'est la jeunesse qui reprend ce mythe. La deuxième partie, ça sera les gens qui ont vécu une première partie de leur vie, déjà une famille, des enfants, une première partie de la vie. Et donc le partage du midi, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est Isée, ces 3 hommes, ces enfants, ils prennent un bateau, ils vont en Chine en 1930 et peut-être qu'ils vont recommencer quelque chose. En fait, c'est une catastrophe absolue, ils finissent tous mal. Très très mal. Et donc la troisième partie, c'est comment Duras a repris encore cette dramaturgie du mythe de Tristan et Isolde dans le vice-consul, c'est-à-dire dans une Inde imaginaire, à Calcutta, dans une ambassade de France qui n'a jamais existé. Et donc là, on est dans un monde des morts complètement. Et je me dis, j'aimerais beaucoup le faire dans la même esthétique que j'ai pu développer pendant toutes ces années, parce que je développe un travail esthétique justement qui peut être un peu déroutant, parce que justement il y a des choses un peu contemporaines qui ne sont pas en accord avec l'esthétique qui est proposée. Mais c'est comme l'après-midi d'un faune un peu, c'est-à-dire je joue sur des contrastes qui sont très très violents en fait. Et donc j'aimerais beaucoup à un moment donné, oui, présenter l'ensemble de ce travail sur le mythe de Tristan et Isolde dans 3 ans, quoi. Éric Vignier, vous avez 55 ans, vous êtes né en 1960, 20 ans à Lorient. Oui. What else? Et après? Je ne sais pas. Je pense que j'ai envie de continuer à faire... Votre mandat s'arrête l'année prochaine? Oui, mon mandat à Lorient s'arrête l'année prochaine. Mais c'est une belle histoire, 20 ans. Pas mal. Et elle est réussie, elle est complète. Enfin, on en est très heureux. On a fait 87 productions, on a développé une œuvre. Voilà, tout va bien. Mais ce qui se passe actuellement, enfin depuis Tristan, là, et ce qui s'est passé en ce début d'année, ça me questionne beaucoup par rapport aux 10 prochaines années de mon travail au théâtre. Et j'ai envie je pense, peut-être de revenir du côté de la banlieue parisienne, de travailler plus directement avec les populations et les jeunes qui sont dans ces banlieues, ouais, d'être en contact direct avec eux, je ne sais pas, peut-être faire une saison où je vais monter tout le Possède Outreau, par exemple, des choses comme ça avec eux. J'ai envie de plus avoir de distance, c'est-à-dire que le filtre des œuvres, le filtre des Shakespeare, je n'en ai pas monté beaucoup, moi, des choses comme ça, mais c'est quand même des choses qui éloignent un peu. Et je trouvais ça beau dans Tristan, justement, d'entendre ces citations contemporaines, parce qu'on voyait le frémissement dans la salle, que tout d'un coup, ça faisait des petits électrochocs avec les mots, et tout d'un coup, tout le monde était raccroché. Alors, la fille, elle avait une robe du 16e, inspirée un peu de tableaux de Velázquez, et puis tout d'un coup, elle dit Mohamed Merah. Alors on fait, tiens, c'est bizarre, c'est un personnage de tableau, mais qui parle d'une réalité contemporaine. Et tout d'un coup, c'était ça l'idée, c'est que... Et finalement, c'est une pièce assez populaire, je trouve, au bout du compte. C'est-à-dire, à la fois, on a l'histoire, on a la fable, et en même temps, on a le questionnement par rapport à où on en est aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire, et comment on doit se positionner, quoi, en tant que... Parce que le théâtre, c'est un endroit de
catharsis, pas seulement psychologique, j'espère. Hein. C'est un endroit aussi de réflexion par rapport à l'avenir, d'un point de vue social, politique. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Moi, j'ai amené, j'ai amené ça. Qu'est-ce? C'est un faucon, c'est un petit oiseau en bois qu'a tenu Catherine Samy, justement, quand on a fait Brancusi contre États-Unis au musée d'art moderne de la ville de Paris l'année dernière. Et voilà, elle amène un objet, puis on lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « C'est un faucon. » Vous voyez. Il a raison, c'est un faucon. Un faucon, mais il y avait les vrais cons. Hein. On a beaucoup parlé des cons. En voilà un faux. D'où vient-il ce faucon? Bon, en fait, c'est un cadeau de première. Quand j'avais monté le procès Brancusi pour le 50e anniversaire du Festival d'Avignon. Monsieur Murgia, David de son prénom, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre aîné? Beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Je dirais aussi comme lui que... Enfin, non, je dirais pas qu'on parle pas la même langue. Moi, je dirais qu'on parle d'autres choses. Et moi, je suis assez admiratif de... Mais ça, c'est sans doute la vie, l'expérience qui fait qu'on peut parler de Duras, de Claudel et de... C'est des choses qui sont assez loin de moi, en fait. Et c'est, moi, la raison pour laquelle je fais du théâtre. Ça vous fait envie ou ça n'a pas d'importance? C'est pas que ça n'a pas d'importance, mais ça ne me fait pas envie. Mais ça a de l'importance, ça a une vraie importance, c'est une richesse de laquelle j'apprends beaucoup, mais ça ne me fait pas encore envie. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du théâtre était beaucoup plus liée à des réalités... Vous étiez, vous, déjà sur le terrain? Sans doute, sans doute. Ouais, je pense. Et je suis sans doute encore proche de ça. Vous me disiez tout à l'heure en coulisses qu'à 20 ans, il voulait aller au Larzac et élever des moutons. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du théâtre, c'était pour parler de cette oppression-là et de cette vérité-là. Et la seule chose qui m'importe aujourd'hui, à vrai dire, c'est pas tant de rencontrer les mythes et les grands auteurs et des choses qui me dépassent et qui me passionnent dans un certain sens, mais plutôt de raconter des histoires vraies et qui, pour l'instant, sont plus simples, beaucoup plus simples que ça. C'est des petites choses, mais... Messieurs, merci. En tout cas, quelle que soit la manière dont vous le faites très bien. Merci d'avoir accepté d'être dans ce démon-de-minuit.fr 514. C'est la fin de cette émission. Merci de nous suivre. Il y avait en France, au 1er décembre 2014, 67 105 personnes dans les prisons pour seulement 57 854 places opérationnelles. Ceux-ci sont les chiffres de décembre. C'était en augmentation par rapport au mois précédent. Il y a donc toujours surpopulation dans les prisons françaises. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Et en France, un parti d'extrême droite demande son rétablissement. Salut, à la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus.